Last December, as COVID protocols were tightening and case counts were rising exponentially, Apache Media contacted the Wakefield Memorial Hospital to find out how staff are faring during this time. We were referred to the local health authority, who informed us that only approved spokespersons for the CISSS Outaouais were authorized to give interviews. An interview was booked with the sole bilingual spokesperson on the team, Dr. Brigitte Pinard, but subsequently postponed twice and then cancelled altogether when it was explained that in order to meet media demand, questions would be addressed via press conferences. What follows is the second of such press conferences, which has been subtitled for the benefit of English-speaking viewers. Bonjour à tous et bienvenue à ce point de presse virtuel du CIS de l'Outaouais. Aujourd'hui, nous avons 3 porte-paroles. Tout d'abord, Dr. Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par intérim, suivie de Mme France Dumont, présidente directrice générale adjointe, et Mme Marie-Ève Cloutier, directrice des soins infirmiers. Nous allons débuter avec quelques messages, suivis par la période de questions. J'invite tout d'abord Dr. Brigitte Pinard à nous faire quelques messages. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui avec nous. Je vais commencer avec un court bilan épidémiologique. Donc, la semaine dernière, du 2 au 8 janvier, nous avons observé un nombre de nouveaux cas semblables à celui de la semaine précédente. Ceci nous laisse penser là, que nous aurions atteint un certain plateau là, en termes de nouveaux cas dans la région. Toutefois, il est difficile d'interpréter les données en termes d'incidence de cas cette semaine, suivant là, les modifications dans les stratégies de dépistage. En termes d'hospitalisation, la semaine dernière, nous avons eu 50 nouvelles hospitalisations comparativement à 54 la semaine précédente. La moyenne d'âge des hospitalisations des 2 dernières semaines était de 63 ans. Le nombre de nouvelles hospitalisations cette semaine semble être à la hausse. Madame Marie-Ève Cloutier fera un topo des hospitalisations actives cette semaine. Au niveau des éclosions, le nombre d'éclosions en milieu de soins et d'hébergement est aussi en augmentation cette semaine comparativement à la semaine dernière. Nous avons présentement 60 éclosions actives en milieu de soins et d'hébergement, dont environ un tiers sont dans des résidences privées pour aînés. Donc, globalement, selon nos données régionales, nous sommes encore dans une situation de transmission communautaire très soutenue dans la région. Cela veut dire que nous devons demeurer très prudents, très prudents, en particulier dans le contexte de l'annonce de la réouverture des écoles le 17 janvier prochain. Donc, dans ce contexte, je tiens encore une fois à rappeler qu'aussitôt qu'une personne développe des symptômes de la COVID-19, il faut s'isoler à la maison très rapidement. Aussitôt que les symptômes apparaissent, on s'isole. L'outil d'auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 a été mis à jour sur le site du gouvernement. Les consignes sont quand même assez simples. Les personnes qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19 doivent se considérer comme étant des cas. Si on a un accès à un test de dépistage rapide, on l'utilise, bien entendu. Sinon, comme je dis, on considère qu'on est un cas et on s'isole. Les personnes qui sont doublement vaccinées peuvent s'isoler pendant un minimum de 5 jours si les symptômes s'améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre, une personne peut retourner à ses activités en étant très prudent. Si une personne n'est pas doublement vaccinée, la période d'isolement demeure de 10 jours. Dans le contexte du retour de l'école, il est bien entendu essentiel de garder à la maison les enfants et les jeunes qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19. Encore ici, on peut utiliser l'outil d'auto-évaluation des symptômes en ligne. Les consignes d'isolement seront les mêmes pour les jeunes de 12 ans et plus, soit un minimum de 5 jours pour les jeunes doublement vaccinés et de 10 jours pour ceux qui ne le sont pas. La situation est un peu différente pour les jeunes du primaire. Donc, au primaire,
puis ça inclut le préscolaire. L'isolement sera d'un minimum de 5 jours, que les enfants soient vaccinés ou non. Un résultat de test rapide négatif va toutefois être exigé avant de retourner à l'école après 5 jours d'isolement, suivant le début des symptômes. Si le test est positif, on doit demeurer plus longtemps à la maison. Finalement, les contacts domiciliaires d'une personne symptomatique devront s'isoler en même temps que la personne symptomatique. On sait que le taux d'attaque à l'intérieur d'un domicile est très, très élevé, donc on ne prend pas de risque. Les contacts domiciliaires s'isolent en même temps que la personne symptomatique. Les contacts domiciliaires pourront reprendre leur activité dans les mêmes conditions que la personne qui était symptomatique. C'est la gestion, c'est l'approche globale de gestion que nous allons suivre dans les prochaines semaines. Je tiens aussi à souligner que la vaccination demeure efficace pour se protéger des complications de la COVID-19. On encourage toutes les personnes qui ne l'ont pas fait encore à aller chercher sa 3e dose de vaccin. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, en fait, toutes les personnes de 18 ans et plus peuvent prendre le rendez-vous pour la vaccination. Merci. Merci, Dr. Pinard. Je vais maintenant céder la parole à Mme France Dumont. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là à nouveau avec nous. Disons-le, nous vivons une 5e vague plutôt difficile en ce moment au niveau des hospitalisations. La situation ne s'améliore pas, du moins pas encore, et les hospitalisations sont en hausse constante. Nous sommes actuellement à 128 hospitalisations et 4 au niveau des soins intensifs. Alors, vous remarquez que le nombre de personnes en soins intensifs est quand même relativement bas, contrairement à la vague 3, qui était très difficile pour nous. Madame Cloutier va faire le tour plus en détail de cette question avec vous dans les minutes qui suivent. Évidemment, on suit de très près aussi toutes les éclosions qu'il y a au niveau des CHSLD. Alors, comme vous savez, le personnel a été rehaussé de ce côté-là. Les mesures sont appliquées strictement et nous remercions les proches aidants qui viennent nous soutenir et donner un coup de main. Ça nous aide grandement dans ces moments plutôt difficiles. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de la situation du délestage qui nous préoccupe toujours tous beaucoup. Heureusement, avec l'effort de tous, et je vais revenir sur ce point-là, actuellement, le dépistage dans l'Outaouais est minimisé. Alors, au niveau des blocs opératoires, actuellement, nous n'avons pas délesté de chirurgie. On peut même dire, là, si on fait le point, la situation difficile que nous avions au mois d'août, avec 10 500 patients sur la liste d'attente, on a réussi tout de même à la résorber à 8 800 sur la liste d'attente actuellement. Alors, évidemment, c'est loin de nos objectifs. C'est encore beaucoup plus que ce que nous avions avant la pandémie, mais il reste que grâce à la combinaison des offres de services dans la région, avec les CMS qui nous donnent un coup de main, avec les efforts que font le personnel pour maintenir les volets chirurgicaux partout au niveau de la région, nous avons réussi quand même à baisser cette liste d'attente-là. Évidemment, il y a certaines personnes d'entre vous à la maison qui attendaient une chirurgie importante. Alors, je sais que c'est préoccupant. Sachez que nous faisons tout en notre possible pour ne pas retarder des chirurgies et que nos comités de priorisation chirurgicale sont toujours en place, évaluent les cas un à un chaque semaine et s'assurent d'aller vers les cas les plus urgents, bien sûr, dans le contexte, mais sont à l'écoute de tous les besoins là, qui sont générés dans les listes d'attente chirurgicales. Comme vous savez, nous avons aussi délesté des cliniques externes. En fait, nous avons surtout modifié la façon d'offrir les cliniques externes en revenant à une combinaison de rendez-vous téléphoniques, de rendez-vous web à distance et de rendez-vous en présentiel. Alors, les 3 modalités sont utilisées actuellement
Et bien sûr, on voulait, par cet objectif-là aussi, continuer à donner les services à la population, mais aussi réduire les achalandages de nombreuses personnes dans un même lieu. Euh, Nous avons dû, vous savez aussi, fermer l'urgence de Petite Nation à cause du personnel atteint de la COVID. Actuellement, nous suivons de près cette situation-là et dès que ce sera possible, qu'il y aura suffisamment de personnel, de revenus, la réouverture se fera. Entre-temps, des rendez-vous ont été ajoutés au GMF. Nous invitons donc toute la population qui a des besoins à ne pas hésiter et à rencontrer les médecins du GMF pour répondre à leurs besoins. Nous avons dû également réduire l'heure d'ouverture de notre centre de prélèvement populationnel pour nous permettre de poursuivre des activités au laboratoire. Alors, le service est maintenu, il est toutefois raccourci là, dans les heures de fin de journée pour rapatrier ce personnel-là dans nos laboratoires qui vivent une situation difficile aussi. Du côté de la première ligne, tous nos GMF ont ajouté des plages de rendez-vous pour leur propre clientèle. Je tiens à les remercier énormément, tous les efforts tangibles que font nos médecins omnipraticiens dans la région pour augmenter l'accès à la population. Et je dois dire que ça a un effet net sur nos services d'urgence actuellement. On le voit, on le constate. Et je remercie aussi la population d'utiliser judicieusement nos services d'urgence et de profiter du recours là, à leurs médecins de famille quand ils en ont besoin. Du côté des employés, nous avons actuellement 525 employés retirés, dont 341 qui sont atteints de COVID. Donc, c'est quand même un nombre important. Toutefois, excusez-moi, toutefois, on perçoit une réduction depuis quelques jours du nombre d'employés total qui sont retirés. Alors, on est monté jusqu'à 650, donc avec 525 depuis quelques jours, on voit là, des retours de nos employés. Donc, ça nous aide grandement. Pour la surveillance aussi des retours des travailleurs, là, il y a un comité en place spécifiquement qui aide à ramener des travailleurs pour éviter des bris de service à la population. Donc, pour l'instant, nous n'envisageons pas d'autres délestages ou fermetures de services. Et soyez assurés qu'on fait tout à notre possible pour maintenir tout ce qu'on a. Maintenant, il est possible que les hospitalisations continuent d'augmenter dans les prochaines semaines. Nous continuons à nous préparer à y faire face. Et je peux affirmer que pour l'instant, le réseau de la santé de l'Outaouais tient le coup. Il tient le coup grâce à ses employés, ses professionnels, ses médecins qui mettent la main à la pâte, qui ont trouvé des façons de faire différentes d'offrir les soins, qui travaillent avec une grande collégialité pour faire face à tout ça. Alors, malgré qu'on sait que notre réseau a des faiblesses, actuellement, devant cette montée de cas d'hospitalisation, devant cette pandémie difficile, je pense qu'on peut être fier de notre réseau de la santé et de ce qu'il est capable d'offrir actuellement à la population. On espère pouvoir garder le cap dans les prochaines semaines. Tout le monde met la main à la pâte, je le répète, parce que c'est grâce à eux qu'on est capable de continuer à desservir. Je remercie également toute la population qui maintiennent leurs efforts, parce que ça aussi, ça nous aide à faire face au réseau actuellement. Alors, merci à tous pour tous les efforts accomplis face à ce virus Omicron qui est très difficile pour nous en ce moment. Merci tout le monde. Merci, Madame Dumont. Je cède maintenant la parole à Madame Marie-Ève Cloutier. Bonjour à tous. Évidemment, je me joins aux mots de Madame Dumont pour remercier la population et aussi l'ensemble des travailleurs de la santé, parce qu'effectivement, la situation des hospitalisations COVID est à la hausse.
Beaucoup de travail d'équipe est en place et de concertation. Nous sommes actuellement à 128 usagers au niveau des hospitalisations COVID au niveau médecine et autres spécialités et 4 patients de soins intensifs. Nous avons regardé, là, suite à la question aussi de la dernière, à vraiment vous fournir des chiffres là, en lien avec les patients vaccinés et non vaccinés. Actuellement, dans les 138 patients, si on met les patients de soins intensifs et les patients au niveau des unités de courte durée, 28% des patients qui sont hospitalisés pour la COVID, tout type de raisons confondues, sont des patients qui ne sont pas adéquatement protégés. Donc, nous avons aussi ventilé pour vous là, des données qui vous permettent un peu de comprendre quand on regarde au niveau de la situation actuelle de la COVID pour la 5e vague. 42% des usagers qui sont dans nos lits d'hospitalisation de courte durée sont des patients pour lesquels ils ont des soins qui sont reliés à un premier diagnostic de la COVID. Donc, ces patients-là sont admis parce qu'ils ont des effets secondaires reliés à la COVID et doivent être soignés. 58% des autres patients qui sont hospitalisés pour la COVID, ils sont pour une autre raison secondaire, mais se retrouvent à avoir un diagnostic positif à la COVID. On entend ici une fracture de hanche qui arrive et qui est aussi positif à la COVID, mais qui est hospitalisée préalablement pour la fracture de hanche. La même chose pour une opération urgente au niveau abdominal, mais la personne doit se faire opérer et est positive à la COVID, mais n'a pas de symptômes précis reliés à la COVID, mais fait quand même partie des gens qui sont hospitalisés et qui sont comptabilisés dans les gens qui ont la COVID au niveau des usagers quand on vous transmet l'information des usagers hospitalisés. Donc, c'est important à comprendre cette information-là, puisque la dernière conférence de presse, je vous ai mentionné aussi que la façon dont il arrive en équipe avec l'adéquation qu'on fait vraiment des besoins de la population versus notre nombre de lits, on peut aussi faire de la substitution de l'hiver. On diminue le nombre de l'hiver pour les rouges, mais c'est important de vous faire comprendre qu'on a aussi de la clientèle hospitalisée en lit rouge qui normalement serait dans des l'hiver. Donc, c'est la hausse des cas. On fait cette adéquation-là en équipe avec les équipes médicales, les équipes cliniques de façon quotidienne et je vous dirais même plusieurs fois par jour, quotidiennement, on fait le suivi du nombre d'admissions. La capacité hospitalière qui est envisagée pour le ministère pour la hausse de la vague est quand même 150 lits de médecine, d'unités de courte durée et 14 lits de soins intensifs. Donc, quand je rementionne les efforts de Mme Dumont, on a mentionné des équipes, on en a toujours besoin. C'est comme ça qu'on y arrive depuis le début, en limitant le plus possible dans le fond, la diminution des activités qu'on veut conserver dans les activités qu'on a déjà diminuées préalablement depuis notre 3e vague de façon quand même assez forte. On a toujours au niveau régional là, de 90 à 100 lits de courte durée pour laquelle on n'est pas en mesure d'ouvrir dû à notre pénurie de ressources. On varie là, parce on s'ajuste en fonction des ressources disponibles et de notre capacité d'ouvrir des lits et du besoin de la population, évidemment. Il y a tout de même des bonnes choses aussi qu'on fait pour réussir vraiment à améliorer l'accès aux services spécialisés et diminuer l'achalandage aux urgences. Entre autres, on a mis en place il y a une semaine l'ajout d'une chirurgie supplémentaire au niveau de la fracture de hanche et de la fracture du genou. Et c'est des chirurgies que nous, maintenant, ici, on est dans les premiers au Québec à le faire. On fait la chirurgie de la hanche en chirurgie d'un jour, donc pas besoin d'être admis. On a augmenté à une de plus. On en fait maintenant 4 par jour. Et ça, pour les 2 types de chirurgie de la hanche, chirurgie du genou, ce qui nous permet vraiment d'augmenter encore plus notre accessibilité en lien avec nos listes chirurgicales. On a même aussi des équipes de médecins spécialistes chirurgiens qui contribuent aux soins post-op des patients au niveau des étages pour réussir à faire des types de chirurgie spécifiques lorsque le comité de priorisation, comme Mme Dumont vous mentionnait tantôt, se rencontre et regarde les soins critiques et viennent avec nous participer à l'effort pour assurer une surveillance post-opératoire des patients aux étages. On a mis en place
qui va débuter d'ici lundi, une clinique d'accès rapide. Vous savez, Mme Dumont a mentionné qu'on avait quand même délesté aux cliniques externes, mais qu'on a plus modulé la façon de voir les patients par voie téléphonique. Donc, on a aussi vraiment orchestré avec l'équipe médicale qui a participé, que des spécialistes vont pouvoir maintenant voir les patients. Pour un patient qui n'a pas besoin de rester à l'urgence, mais qui a besoin quand même d'une consultation avec un spécialiste, il va pouvoir obtenir un rendez-vous avec celui-ci dans les 24-48 heures en clinique externe plutôt que de rester à l'urgence pour attendre d'avoir le rendez-vous avec le patient. Et on a aussi des cliniques de neuro et d'ortho qui nous permettent vraiment de voir directement des patients en clinique pour faire des interventions qui pourraient se faire au niveau d'urgence. Exemple, avec une fracture, le plâtre et toute l'intervention va se faire directement en clinique d'orthopédie. Et pour la neuro, pour les cas de migraine, va monter directement à l'étage pour les traitements. Donc, on travaille vraiment fort avec l'ensemble des équipes pour continuer à augmenter l'accessibilité et s'assurer de pouvoir faire une priorisation adéquate et d'avoir une adéquation juste en lien avec le besoin de lit versus notre capacité de répondre à la demande. Merci encore à toutes les équipes. Merci, Mme Cloutier. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Si ce n'est pas déjà fait, j'invite les journalistes à indiquer leur intention de question dans le clavardage. Donc, 2 questions lors de la même intervention, s'il vous plaît. Donc, je vais tout de suite débuter avec Claudine Richard de Radio-Canada. Bonjour. Je me demandais s'il y avait possibilité avec la rentrée scolaire lundi d'avoir un portrait du taux de vaccination chez les jeunes pour commencer. Oui, je n'ai pas des informations très détaillées en main. Par contre, je peux vous dire qu'en date du 10 janvier, nous avions une couverture vaccinale de plus de 54% chez nos 5-11 ans. Bien sûr, c'est à une dose. Les deuxièmes doses s'en viennent. Mais bon, c'est des données quand même qui sont très récentes. On pourrait au besoin vous fournir la donnée la plus à jour en date d'aujourd'hui. Il y a aussi une donnée sur la prise de rendez-vous. Je ne l'ai pas en main, mais bref, il y a au moins, notre couverture vaccinale est à au moins 54% en date du début de la semaine chez nos plus jeunes. Chez nos 12-17 ans, couverture vaccinale à une dose, elle est à 81%, elle était à 81% au début de la semaine. Donc, ça aussi, on peut regarder la donnée sur la prise de rendez-vous. Au niveau d'une couverture 2 doses, chez nos 12-17 ans, elle était de plus de 76% en début de semaine. C'est les données que j'ai présentement. Et est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous expliquer avec des exemples comment l'isolement va fonctionner? Parce qu'on veut s'assurer de garder les classes le plus longtemps ouvertes. On a réduit à 5 jours, mais il y a une différence s'il y a un cas COVID dans la classe ou un cas COVID à la maison. Est-ce que ça vous dérangerait de nous donner comme un exemple fictif de comment cette situation-là changerait d'un scénario à l'autre? En fait, le mot-clé pour comprendre la gestion qui va être en place à la réouverture des classes, c'est la vigie des symptômes. Donc, on va agir, et en fait, on demande aux parents et au milieu scolaire d'agir très, très rapidement lorsque des symptômes apparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents doivent garder à la maison les enfants et les jeunes qui ont un début de symptômes. On ne se questionne pas, on les garde à la maison. Parce que la tolérance par rapport à la présence de symptômes à l'école va être extrêmement faible. Donc, même chose en classe. Un enfant commence à développer des symptômes. Avant les fêtes, l'école avait des tests rapides pour pouvoir vérifier si l'enfant avait un résultat positif et négatif. Ça va être toujours le cas. Mais même si un enfant qui développe des symptômes à l'école aurait un premier résultat de test rapide négatif à l'école, il va quand même devoir s'isoler à la maison. On ne gardera pas d'enfants
à l'école qui commence à développer des symptômes. Ça prend une période d'isolement à la maison. C'est une période d'un minimum de 5 jours. Il faut, avant de penser à un retour à l'école, il faut avoir une amélioration des symptômes, une absence de fièvre pendant 24 heures et pour les jeunes du primaire, un résultat de test rapide négatif. La fratrie, donc les contacts domiciliaires d'un jeune qui est asymptomatique, va devoir s'isoler en même temps que le cas. Donc, au niveau du milieu scolaire, lorsqu'il y a signalement d'un enfant qui est symptomatique et qui doit s'isoler, la fratrie de cet enfant qui est présent à l'école va devoir aussi s'isoler. C'est ce que nous avons indiqué là, au centre de service scolaire. Donc, on va agir rapidement, collectivement sur la présence de symptômes et nous n'allons pas, jusqu'à preuve du contraire, procéder à des fermetures de classe comme nous l'avons fait dans le passé. C'est quand même assez différent comme approche, mais à la base, je mentionne, la vigie va être très, très, très serrée des symptômes. Je me permets, si on se compare à la période pré-pandémie, je pense qu'on acceptait des fois, en tant que parents ou aussi dans le milieu scolaire, la présence d'enfants symptomatiques, mais présentement, dans le contexte où nous sommes, il faut absolument s'isoler rapidement. Donc, ça va être la base, je vous dirais, de la gestion, en plus, bien sûr, de l'ensemble des autres mesures qui sont déployées, hein, c'est-à-dire le port du masque en continu. Au niveau avec la reprise aussi des cours la semaine prochaine, il n'y aura pas encore de reprise d'activité parascolaire, donc on y va de façon étapiste. Il y a aussi les tests rapides qui vont être présents à l'école, comme je mentionnais, mais même s'il y a un résultat négatif, un premier résultat négatif, il va falloir retourner à la maison et s'isoler. Donc, on va, et, excusez-moi, bien sûr aussi, comme élément essentiel de contrôle, c'est la vaccination. On a des couvertures vaccinales qui avancent très, très bien. La couverture vaccinale aussi du personnel du milieu d'enseignement est très, très élevée. Donc, avec la vaccination, la couverture vaccinale aussi en place présentement et l'ensemble des mesures, on pense que les risques associés à la réouverture d'école sont beaucoup moindres que les avantages d'ouvrir les écoles. Pour terminer, on est en préparation aussi d'un outil de communication pour le milieu scolaire, pour les parents, pour préciser le changement des consignes. On comprend très bien qu'il y a des questions. On va s'assurer que l'outil soit disponible le plus rapidement possible. Entre-temps, on invite les familles à, bien sûr, utiliser les outils qui sont disponibles sur le site du gouvernement. Merci. Merci. Donc, je passe maintenant à Caroline Bertrand de la radio 104.7. Oui, bonjour. Je vais continuer un peu sur le thème des écoles. Madame Pinard, je veux savoir, en fait, au niveau de la communication avec les parents, de la collaboration entre la santé publique et les écoles, avant, les parents recevaient un courriel pratiquement à chaque cas dans les classes. Là, c'est plus compliqué, les cas confirmés, vu qu'il n'y a plus vraiment de test PCR. En Ontario, les parents vont être contactés lorsqu'il y a un taux d'absentéisme de 30 % dans la classe de leur enfant. Est-ce que c'est une stratégie semblable qui va être utilisée ici en Outaouais? Comment les parents vont être mis au courant qu'il y a des cas de COVID-19 dans la classe de leur enfant? Là, la communication régulière aux parents pour aviser qu'il y avait un cas dans une classe était réalisée par l'école, par la direction de l'école. C'était les consignes gouvernementales en place et plus spécifiquement la consigne du ministère de l'Éducation. Donc ici, je ne pourrais pas m'avancer trop loin non plus parce qu'il y a présentement là, une réorganisation de la communication et qui est sous finalement l'égide là, du ministère de l'Éducation. Donc, par contre, ce que je peux confirmer, le taux d'absentéisme
des enfants va être suivi de près. Donc, les écoles vont rapporter le taux d'absentéisme quelques fois par semaine et au niveau de la santé publique, nous allons être informés du taux d'absentéisme et bien sûr, on va aussi avoir quelques informations additionnelles dans la mesure du possible sur l'utilisation et les résultats de tests rapides. Donc, on va pouvoir faire un monitorage de la situation globale en termes de communication de la direction d'école aux parents. Je vais laisser le milieu scolaire me répondre. Nous, au niveau de la santé publique, nous continuons à être en soutien au milieu scolaire. Nous allons préparer des outils, comme je mentionnais, mais aussi le milieu scolaire peut nous contacter en tout temps s'il y a des situations particulières qui se présentent. Donc, il va y avoir, bien sûr, les situations plus régulières, excusez-moi, mais du moment et qui devraient être gérées directement par le milieu scolaire. Par contre, pour toute situation particulière où, par exemple, il y aurait un taux d'absentéisme plus élevé et que le milieu scolaire sentirait le besoin d'avoir un soutien, nous allons être présents pour aider la gestion. Avec les changements annoncés et la situation épidémiologique globale, on va suivre le tout de très près en partenariat. S'il y a besoin de faire des ajustements dans les consignes, je prends pour acquis que nous allons pouvoir le faire. On va s'assurer par contre d'être très harmonisé avec ce qui se passe dans les autres régions. Pour la communication, c'est important d'être harmonisé. Donc, on va suivre, pour commencer, le protocole que nous avons et au besoin, il sera réajusté. Parfait, merci beaucoup. Ma deuxième question va porter sur les hospitalisations qui continuent d'augmenter en Outaouais. Je me demandais en fait, est-ce qu'il y a eu des transferts de patients vers des CHSLD dans la région pour libérer des lits dans les hôpitaux ou est-ce qu'on envisage de le faire si ça continue d'augmenter? Et même, est-ce qu'on envisage, comme ça a été déjà le cas dans d'autres vagues, d'envoyer des patients dans d'autres régions si on n'a tout simplement plus de capacité en Outaouais? Commencer, peut-être, Marie-Ève, tu pourras compléter au besoin. Alors oui, actuellement, nous avons fait quelques transferts de clientèle de courte durée à longue durée dans un aspect très sécuritaire, donc des clientèles qui pouvaient être des clientèles COVID positives qu'on envoyait dans des unités COVID positives. Et les transferts se font aussi en chambre unique. Alors, on a pris toutes les précautions là, pour transférer ces clientèles-là vers les milieux pour justement être capable d'absorber plus de clientèle au niveau de la courte durée. Comme on disait, là, cette vague-ci est très différente et nos modalités aussi d'ajustement avec le temps d'une vague 1 à la 5e vague se sont beaucoup raffermies. Et on a aussi fait beaucoup de pas là, en CHSLD pour ajouter du personnel de la vague 1 à maintenant pour faire face à ces éléments-là. Mais c'est surtout l'aspect très sécuritaire de la chose qu'on prend en compte pour transférer des clientèles. Maintenant, nous n'avons pas transféré de patients courte durée vers d'autres régions et nous n'entrevoyons pas transférer des clientèles à moins vraiment que nous ayons une faille importante au niveau, par exemple, des soins intensifs. Mais actuellement, on a beaucoup moins de cas de soins intensifs. Alors, tout va bien de ce côté-là. Quand je dis tout va bien, là, on comprend que beaucoup d'efforts sont faits pour garder le cap, mais on n'entrevoit pas de transfert en dehors des régions. Actuellement, la consigne, c'est beaucoup que chaque région soit capable de s'auto-gérer avec les cas COVID qu'elle a. Donc, c'est sur cet aspect-là qu'on travaille là, avec l'aide de tout le monde. France, si vous me permettez, Madame Dumont, j'ajouterais
J'ajouterais qu'on on a des rencontres de concertation là, 2 fois par jour, quotidiennes, au niveau régional, avec l'ensemble des directions qui sont concernées par les unités d'admission, incluant les équipes de CHSLD, à laquelle vraiment on regarde toutes les possibilités de transfert de façon sécuritaire en en optimisant l'optimisation de notre parc de lits régional. Est-ce que c'est juste rapidement possible d'avoir une précision quand vous dites quelques transferts, on parle de 2, 3 ou on parle de 10, 15, 20? Juste une précision. Je vais te laisser répondre. Maria, as-tu un chiffre à peu près? C'est un petit nombre, là. C'est pas 2, 3. C'est un petit nombre, là, mais moi, je vous dirais, on fait des démarches là, depuis la fin de la semaine dernière. Donc, c'est 2 à 3 patients par jour, France, qu'on transfère là, au niveau des CHSLD là, avec les conditions qu'on met, l'ensemble des mesures adéquates, PCI, conditions des patients aussi. L'ensemble des diagnostics sont faits, là, mais je vous dirais c'est environ 2 à 3 patients par jour qu'on peut transférer actuellement. Merci. Merci. Donc, je passe maintenant à Pascale-Marie Dufault pour Radio-Canada. Êtes-vous toujours là? Bon, mais je passe maintenant à Justine Mercier du droit. Oui, bonjour. Avant de poser mes questions qui vont s'adresser à Dr Pinard, j'aurais juste une petite précision à demander à Mme Cloutier. On a eu un 28 de patients pas adéquatement vaccinés sur l'ensemble des patients hospitalisés qui ont la COVID en ce moment, mais ces patients-là, vous l'avez bien dit, c'est des patients qui sont hospitalisés à cause de la COVID ou qui ont la COVID pendant qu'ils sont hospitalisés pour d'autres choses. Est-ce qu'on a le pourcentage de patients non adéquatement vaccinés sur ceux pour qui la COVID est la raison principale de leur hospitalisation? Actuellement, là, on est dans l'analyse de ces chiffres-là, Mme Mercier. C'est sûr qu'on va vraiment avec, il y a l'ensemble, il y a des critères à considérer pour dire qu'un patient est vraiment hospitalisé pour la COVID et pour un diagnostic secondaire. Donc, on est vraiment dans la précision de ces chiffres-là actuellement, là. Okay, merci. Donc, mes questions pour Dr Pinard. Première chose, le taux de positivité dans la région. Je comprends que les tests PCR sont maintenant réservés à certaines personnes de milieux plus à risque. Par contre, le taux de positivité des PCR reste beaucoup plus élevé en Outaouais que la moyenne provinciale. Pour les données du 12 janvier, l'INSPQ est à 26,9 dans la région par rapport à 15,9 au Québec. Donc, je voulais savoir si ça ne peut pas démontrer cette donnée-là qui a quand même une transmission plus élevée dans la région. Et mon autre question, c'est par rapport au retour à l'école. Est-ce qu'on s'entend qu'un enfant peut faire de la fièvre pour d'autres raisons que la COVID, par exemple pour une otite? Est-ce qu'un médecin pourrait, à la limite, prescrire un test PCR pour justifier un retour à l'école d'un enfant qui a eu une otite, qui est sous antibiotiques et qui ne fait plus de fièvre avant la fin d'une période de 5 jours d'isolement? Bon, au niveau du taux de positivité, oui, je confirme que cette semaine, le taux de positivité, attendez, je regarde, je pense qu'il était à 27 environ. Donc, il y a eu une diminution importante là, du taux de positivité comparativement à ce qu'on avait connu dans les dernières semaines, là, parce qu'on était dans les 40 très avancés. Même la semaine dernière, on avait fini à 49 Donc, toutefois, comparaison très, très difficile là, d'une semaine à l'autre à cause des changements là, de dépistage, comme on a mentionné. Oui, on a aussi noté là, que notre taux de positivité a tendance quand même à demeurer plus élevé dans la région comparativement aux autres régions. J'avoue que c'est possible que ça démontre qu'on ait une transmission communautaire un peu plus soutenue ici, mais j'avoue que c'est quand même difficile là, de tirer des conclusions strictement basées sur un indicateur. On a tendance à regarder un ensemble d'indicateurs pour pouvoir se comparer. Donc, si on regarde strictement cet indicateur-là, oui, ça nous laisse présager qu'on pourra avoir une transmission plus élevée. Par contre, lorsqu'on regarde les données de nouvelle hospitalisation, on a tendance à se situer en dessous de la moyenne provinciale. Donc, globalement,
lorsqu'on analyse les indicateurs qu'on peut toujours suivre de près là, depuis le changement du dépistage. On conclut que nous avons une transmission communautaire qui demeure soutenue dans la région et fort probablement autant, minimalement autant que dans les autres régions. Donc, c'est difficile de faire une lecture. J'ai demandé à mon équipe d'essayer de regarder de plus près justement le taux de positivité en fonction des catégories d'analyse. Je n'ai pas vu encore les conclusions. Des fois, c'est difficile d'aller chercher les chiffres et les données pour faire l'analyse, mais c'est quelque chose qu'on va regarder de près là, pour les prochaines semaines. Mais je n'ai vraiment aucune conclusion lorsqu'on essaie de comparer les analyses, c'est-à-dire les catégories de situations pour lesquelles un dépistage est demandé. Votre autre question, je vous dirais qu'il peut arriver des circonstances où les enfants pourraient avoir un accès aux tests PCR dans un contexte clinique. Par exemple, s'il y a une mission à l'hôpital, il y a un dépistage à chaque admission. Donc, c'en est des situations. Donc, il pourrait en arriver, mais je vous dirais que globalement, qu'est-ce qui est important, bien sûr, c'est l'isolement dès l'apparition des symptômes, un suivi, comme on le fait toujours, de l'état de situation des enfants lorsqu'il est malade. Bien entendu, on conseille fortement aux parents de consulter s'il y a de l'inquiétude par rapport à l'état de santé de l'enfant et ensuite le clinicien fera le suivi et les tests nécessaires pour établir un diagnostic. Donc, globalement, lorsqu'on regarde notre approche globale présentement pour la COVID-19, isolement lorsque développement des symptômes, utilisation des tests rapides, excusez-moi, si disponible à la maison pour confirmer un diagnostic et aussi pour les jeunes du primaire avant de retourner à l'école. Il y a une exception pour le retour, dans le cas ici du développement de symptômes s'apparentant à la COVID et un tableau clinique très, très léger. Là. Il y a une exception pour pouvoir retourner à l'école avant 5 jours, c'est celle d'avoir deux résultats de tests rapides négatifs à l'intérieur de 24-36 heures. Donc, si un enfant développe des symptômes très, très légers, globalement semble très bien, a un premier test rapide dès le début des symptômes qui est négatif, 24-36 heures plus tard, il y a un deuxième test qui est fait, le résultat est négatif, l'enfant est très bien, les symptômes sont partis, pas de fièvre, il pourrait retourner à l'école avant 5 jours. Merci. Merci. Donc, on va réessayer avec Pascal Marie de Radio-Canada. Ça ne fonctionne toujours pas. Sinon, j'ai ces questions ici. Donc, première question, si le nombre d'hospitalisations augmente au cours des prochaines semaines, comme vous semblez le prévoir, comment gérer la situation avec la pénurie de personnel? Dans le fond, comme on vous expliquait, là, on a vraiment une adéquation qu'on fait avec le nombre de cas qui entrent et le nombre de lits qu'on a disponibles et le nombre de l'hiver. Donc, c'est vraiment là, une adéquation quotidienne que l'on fait avec le nombre de cas. On s'assure vraiment de répondre aux besoins du nombre de cas rouges qui entrent au niveau des urgences et aussi au niveau des différents... vous savez, la contamination est très, très, très présente partout en communauté. Donc, il arrive aussi que quelqu'un va se déclarer positif un peu par la suite. Donc, c'est vraiment au niveau là, de la gestion de nos lits en équipe avec toute notre équipe de direction du CIS, incluant les équipes de CHSLD. On travaille avec les médecines au niveau des médecins de famille. Et dans le fond, il faut vraiment faire notre adéquation entre nos lits, notre besoin de population, notre volume de patients à l'urgence et puis l'ensemble de notre parc de lits régional
et l'ensemble des lits qu'on a en collaboration avec toutes les directions. On travaille en équipe là-dedans pour subvenir aux besoins. On ne vous cache pas que la situation est tout de même très difficile à l'intérieur des hôpitaux. Les gens travaillent très fort à poursuivre, conserver les mesures, s'assurer de mettre l'ensemble des mesures en place, à suivre toutes les mesures PCI qui sont reliées à la gestion de cas de patients COVID. Mais on regarde là vraiment au niveau quotidien la demande et aussi, vous savez, un patient qui est COVID, on a aussi des congés actuellement qui a des patients COVID, des patients qui finissent leur période au niveau de leur période COVID pour redevenir des patients verts. Donc, c'est toute une gestion qu'on fait au quotidien. Merci, Marie. Peut-être compléter sur 2 éléments, je pense, là, pour rejoindre l'idée des employés. Pour faire face à une augmentation de cas dans le contexte, bon, comme je disais tantôt, on a quand même un retour graduel des employés. Espérons que ça se maintienne. Une des modalités, c'est le retour au travail des employés avec les conditions élargies. Donc, c'est certain que des cas contacts asymptomatiques peuvent être amenés au travail. Donc, c'est une des mesures là, qu'on met de l'avant pour tenir le bateau à flot. Et l'autre élément qui est dans nos cartons, c'est toute la dimension de tâches médicales élargies sur laquelle on a un plan aussi qui est prêt à être déployé si on avait besoin pour aider et soutenir nos infirmières et nos professionnels sur le terrain. Merci. Donc, pour votre deuxième question, on va pouvoir vous revenir à l'écrit. Donc, je passe maintenant la parole à François Carrier de CHIP FM. Oui, merci. Cette question-là devrait s'adresser, je pense, à Mme Dumont. Vous êtes en mesure de me répondre. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la situation à l'hôpital situé à Charville, du Pontiac, entre autres pour les hospitalisations, pardon. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des services affectés également à l'hôpital de Charville? Monsieur Carrier, je vais permettre à Mme Cloutier de répondre. Elle est plus à même des détails qu'elle pourra vous donner sur cette question-là. Merci, allez-y. Bonjour, M. Carrier. Actuellement, oui, on a eu des hospitalisations COVID à l'hôpital de Charville. Par contre, aucun service n'est affecté pour le moment et la situation n'est pas en contexte d'éclosion non plus à l'hôpital de Charville. Ça répond. Toujours en lien, oui, excusez, oui, ça a répondu en bonne partie. Dites-moi aussi pour le personnel, comment regarde cette situation? Est-ce qu'il y a un taux d'absentéisme aussi élevé? Est-ce que ça ressemble également à ce qu'on retrouve ailleurs en région? Je vous dirais, il y a eu du personnel qui ont été touchés, là, soit par eux-mêmes ou par des contacts. Là. On a fait le même type d'isolation. Il y a aussi des retours au travail là, en lien avec les équipes là, lorsque la période d'isolation est terminée. Merci. Merci. Donc, on passe maintenant à TVA qui a dû quitter. Donc, je vais poser les questions. Première question. Québec a dit que les hospitalisations seront à la hausse au cours des prochains jours. Est-ce qu'on s'attend à ça ici aussi? Je pense qu'on a répondu un petit peu tantôt là, à cette question-là. Évidemment, on est aux aguets. Alors, on pense qu'il va en avoir d'autres. On ne sait pas trop, mais on se prépare à ce qu'il y en ait d'autres. Comme on disait tantôt, en regardant les courbes qui sont faites par l'INES, le ministère nous a donné une cible potentielle de 150 admissions COVID. Alors, on est à 130, donc on peut penser qu'on n'a pas atteint le pic, donc on s'y prépare. Merci, France. Deuxième question. Avec la situation actuelle difficile, êtes-vous d'accord avec les assouplissements de Québec? C'est une question large là, sur les assouplissements. Je ne sais pas, Brigitte, si tu veux prendre le volet communautaire. Oui, je pense que notre objectif était d'ouvrir les écoles le plus rapidement possible. Donc, dans la situation actuelle, on pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages de rouvrir les écoles comparativement au risque. On va suivre la situation de très près. Il y a quand même une série là, de mesures en place. Il y a des changements dans les mesures comparativement à ce qu'on a connu avant, mais il reste quand même une série de mesures.
et on va suivre le tout de très, très près. Donc, on comprend qu'il y a énormément d'impact aussi de garder nos enfants à la maison là, pour l'éducation. Ce n'est pas une formule idéale comparativement à l'éducation régulière en présentiel. Donc, du côté de la santé publique, là, on est confortable avec la prise de décision. Mais bien entendu, on va suivre de tout de près et s'il y a besoin, mais il y aura réajustement. Merci, Brigitte. Donc, je passe maintenant à Alvin de CHGA. Bonjour à tous. J'avais 2 questions à vous poser. La première, c'était, vous avez déjà parlé juste avant de vous avez réussi à résorber la liste d'attente pour les autres opérations, notamment en chirurgie. Je voulais juste revenir tout d'abord sur comment est-ce que vous faites pour résorber cette liste d'attente de manière efficace. Et ma deuxième question, c'est concernant le manque de personnel. C'était plus pour savoir comment est-ce que vous faites, vous, pour régler le problème d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que vous avez songé notamment, par exemple, à recruter outre-Atlantique, parce que je sais que c'est quelque chose qui se voit souvent. Merci. Alors, je peux peut-être y aller un peu là, du côté de la liste d'attente de chirurgie. Écoutez, la priorisation, est un élément là, qui nous aide à bien planifier les cas. Le deuxième, c'est la régionalisation des chirurgies. Donc, le fait qu'on peut faire des chirurgies dans nos différents hôpitaux en offrant cette possibilité-là aux citoyens, même s'ils habitent à Gatineau ou un petit peu en dehors là, de leur territoire, mais on offre cette possibilité de faire des chirurgies comme telles. Et bien sûr, l'apport des cliniques médicales spécialisées, on en a 3, vous le savez. Donc, pour nous, ça, c'est une grande aide à la diminution des listes d'attente, particulièrement sur des besoins de chirurgie qui ne sont pas urgents et qui auraient encore une longue attente sur notre liste d'attente, mais qui sont quand même importants pour le citoyen lui-même. Et là, on permet de faire ces chirurgies-là. Alors, je dirais, c'est les 3 moyens là, qu'on utilise pour réduire cette liste d'attente-là. Puis, j'ai oublié votre deuxième question. Je m'excuse, je l'ai mal entendu puis je ne l'ai pas capté. Ah oui, alors ma deuxième question, c'était concernant le manque de personnel. C'était comment est-ce que vous faites pour essayer de résorber le problème? Et est-ce que vous avez songé notamment à, par exemple, le recruter outre-Atlantique, par exemple en France? Parce que c'est ce qui se fait peut-être assez souvent aussi. Oui, bien écoutez, il y a plusieurs mesures depuis plusieurs mois, j'oserais dire même années, mais qu'on a intensifiées dans les derniers mois. Il y a eu évidemment l'application des mesures où on avait le recrutement avec les primes qui ont été données pour le personnel. Donc, ça nous a permis quand même de recruter 66 nouvelles personnes. Ce n'est pas banal dans notre milieu. Il y a eu le rehaussement des postes qui ont été faits. Donc, il y a au-delà de 140 personnes qui ont rehaussé leur poste dans notre établissement. Donc, ça a donné évidemment des heures de plus, là, comme on disait, faire passer les gens à temps partiel à des temps complets, c'est un succès. Et oui, il y a les blocs de formation actuellement là, en cours avec les infirmières auxiliaires, les recrutements au niveau des infirmières. Et oui, on a un recrutement dans le Maghreb actuellement et on a eu d'autres contacts là, avec la France notamment pour recevoir du personnel. Ces groupes-là, là, notamment à l'international, vont arriver dans les mois qui viennent. Ils ne sont pas ici encore, mais la mécanique est en place actuellement pour recruter ces gens-là sur notre territoire précisément. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. C'est ce qui met fin à notre point de presse. Je me remercie nos porte-paroles aujourd'hui, Dr Brigitte Pinard, Mme France Dumont et Mme Marie-Ève Cloutier. Je vous souhaite à tous une bonne journée.